Facebook sur la page Aedium. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Catherine, merci d'être là en face de moi. Je suis ravie. Merci à vous de m'inviter. Donc, ce soir, vous allez nous parler de votre parcours, un peu d'hypnose et un peu des livres, un peu beaucoup des livres que vous avez écrits. 5. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter pour que Bon, voilà, vous puissiez, que les gens puissent vous d'accord. découvrir. Je saute dans le grand bain alors. C'est Donc ça. voilà, je suis Catherine Roumanoff-Lefebvre. Je suis hypnothérapeute depuis pas très longtemps. En fait, ça fait seulement 6 ans que je suis installée en cabinet. C'est vraiment une reconversion professionnelle. Avant, j'étais designer. Donc, ça n'avait rien à voir. Donc, pendant 20 ans, 25 ans, j'ai dessiné des produits pour les enfants, pour rendre les enfants heureux. Et, euh, et dans ma vie, finalement, quand je suis arrivée à l'âge de 40, 45 ans, je ne vais pas dire que c'est la crise de la quarantaine, mais enfin un petit peu. Et bon, mon métier de designer marchait un peu moins bien, il faut dire. Et je me suis posé plein de questions. Et là, j'ai découvert l'hypnose. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable. C'est-à-dire qu'on peut changer d'état intérieur en quelques minutes. Et moi, j'étais un peu déprimée. J'étais là, je le raconte dans mon livre Journal d'une hypnothérapeute, justement, mon premier livre. Je raconte que ça allait pas fort. Et puis, quand ça va pas fort, on se dit, c'est comme ça. C'est-à-dire, je suis pas satisfaite, je suis frustrée, je me sens pas bien. C'est comme ça. On ne sait pas qu'on peut changer. On ne sait pas du tout qu'on peut ouvrir le champ des possibles, qu'on peut parler avec son intériorité, qu'on peut élaborer son monde intérieur autrement. On ne sait pas en fait. Donc moi, j'étais déprimée puis je ne savais pas. Moi, on va voir une psy, voilà, bon, on raconte sa vie, d'accord, mais voilà, il ne se passait pas grand-chose. Et puis, j'ai découvert l'hypnose et j'ai découvert qu'en quelques minutes, notre état intérieur, Burke, on peut le changer en un état intérieur waouh. Et ça, c'est une expérience qui a complètement changé ma vie. Donc, à partir de là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Quoi? Je ne comprends pas comment ça marche. Personne ne m'avait expliqué que c'était possible. Ça marche vraiment bien sur moi. Comment ça se fait? Donc, du coup, là, je me suis formée et des formations d'hypnose et des formations de programmation neurolinguistique pour expliquer vraiment la structure de notre cerveau, comment on fonctionne à l'intérieur de nous finalement, parce qu'on ne sait pas. On dit je vais pas bien, je vais bien, c'est peut-être à cause d'un tel qui m'a fait ça ou peut-être qu'il m'est arrivé ça, mais en fait pas du tout. On va bien, on va pas bien en fonction des histoires qu'on se raconte dans notre tête en fait. Et du coup, c'était vraiment extraordinaire de découvrir ça. Donc, je mettais les gens en hypnose, etc. Puis, vraiment, je me suis formée au fur et à mesure pour vraiment comprendre comment ça marchait. Et puis, j'ai ouvert mon cabinet. Et puis, voilà, j'ai continué à explorer le monde de l'hypnose parce que c'est jamais fini de comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui marche pas. Et j'ai changé de méthode au cours des formations et encore et encore et encore et encore. Et voilà. C'est une belle Donc, histoire. pour moi, l'hypnose, ça a été vraiment révolutionnaire dans ma vie. Déjà, de savoir qu'on peut changer d'état intérieur, ça, c'était. Moi, j'ai trouvé que c'était comme un miracle, que c'était magique, que c'était extraordinaire. Donc après, moi, je veux bien dans mes clients, de temps en temps, ça se produit en une séance. Et puis, de temps en temps, rien que de rentrer en état d'hypnose, il y a des gens pour qui c'est difficile, en fait. Donc, voilà, c'est pas forcément que là, c'est pas la baguette magique non plus. Mais c'est vraiment une méthode très intéressante parce qu'il y a toute une philosophie derrière de penser qu'à l'intérieur de nous, on a tout ce qu'il faut pour se sentir merveilleusement bien, en fait. C'est comme si on était né comme des êtres merveilleux, extraordinaires, avec un immense potentiel. Et puis, il nous arrivait des trucs. Forcément, on a été contrariés. L'être humain, quand il arrive sur cette terre, il est complètement dépendant des personnes qui vont s'occuper de lui, ou pas s'occuper de lui d'ailleurs, bien s'occuper de lui, ou très très mal s'occuper de lui. Donc, il va avoir plein de traumatismes, en fait, tout simplement, qui vont s'accumuler et qui va faire ce qu'on est aujourd'hui. On est le résultat de nos expériences. Et en hypnose, on ne peut pas changer évidemment ce qui s'est passé, on ne peut pas changer la nature des événements qui se sont passés, mais on peut changer notre compréhension, notre regard sur ces événements, nos croyances qui se sont développées, nos interprétations par rapport à ces événements. En fait, on peut tout changer. Et moi, j'adore la phrase de Richard Bandler, qui est le créateur de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Ils ont été deux à créer ce système en s'inspirant avant tout des travaux de Milton Erickson, qui est donc le père de l'hypnose ericksonienne. Et il a dit, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Donc, quand on a même l'impression qu'on traîne des casseroles depuis des années et des années, on peut s'en délivrer. Voilà.
Voilà mon Ah, message. la question que tout le monde pose à l'hypnothérapeute, c'est tout le monde est hypnotisable ou pas? Alors, en théorie, oui, 100% des gens le sont. C'est pas un truc magique, c'est un truc assez technique. Maintenant, l'hypnose, c'est une relation qui va se créer entre la personne qui va hypnotiser et la personne qui va bénéficier de l'hypnose. Et en fait, en tant qu'hypnothérapeute, en tant qu'hypnotiseur, en fait, je vais créer chez l'autre le chemin pour que l'autre entre en hypnose tout seul, en fait. C'est-à-dire que chaque état d'hypnose est un état d'auto-hypnose. Et donc, il y a plein de façons d'y arriver. Mais en fait, c'est la personne qui va se mettre elle-même en hypnose. Et ça, on a l'impression que quand on regarde la télé, que l'hypnotiseur, il a un pouvoir magique, il met l'autre en hypnose. Mais en fait, c'est la relation qui s'est créée entre les deux personnes et c'est la personne qui va accepter d'entrer en hypnose. Donc, moi, je démarre mes séances comme ça. C'est la personne qui va se mettre en hypnose avec les exercices que je lui donne. Donc, du coup, elle peut contrôler quelque part. Donc, elle est contente, en fait. Elle est rassurée, oui. Oui, et puis il y a plein de, comment dire, de fausses idées sur l'hypnose. On a l'impression, enfin, qu'on va travailler. Alors, il y a quand même un contresens total parce que les gens ils disent bon bah l'hypnose, à quoi ça sert? Ça sert à travailler avec l'inconscient, et donc ils pensent qu'ils vont devenir inconscients, comme avec une anesthésie chirurgicale. Mais en fait, pas du tout. On travaille avec l'inconscient. C'est pas qu'on devient inconscient. C'est l'inconscient, c'est tout ce qui est en nous dont on n'est pas conscient. Donc on va communiquer avec nous-mêmes en fait. L'hypnose sert à communiquer avec nous-mêmes. Et oui. C'est ce que les gens ne savent pas. Oui, c'est ce que les gens ne savent pas. Ils s'imaginent beaucoup, beaucoup de choses sur l'hypnose. Il y a beaucoup de fantasmes sur l'hypnose. Et en fait, c'est vraiment un état que l'on produit soi-même. C'est un état naturel qu'on rencontre plusieurs fois par jour, en fait. C'est par exemple, quand on regarde une bonne série à la télévision, on est complètement fasciné. Mais que va-t-il arriver à Barbara? Est-ce qu'elle va quitter son copain? Et là, pendant ce temps-là, la compote, elle brûle. On s'en est pas rendu compte, quoi. On n'en a plus rien à faire. On est focalisé. Donc, l'hypnose, c'est ça. On va focaliser. Et donc, ça, c'est un état de transe, en fait. Donc, je suis plongée dans un bouquin que j'adore, je ne vois pas le temps passer, et ben ça, c'est un état d'hypnose. Je travaille et, par exemple, je suis en train de travailler, puis il y a quelqu'un qui rentre dans mon bureau, donc je prête attention à cette personne. Puis après, quand je reviens à mon bureau, je ne sais plus ce que j'étais en train de faire. Et voilà, le cerveau fonctionne comme ça, il focalise sur un truc, puis sur un autre, il oublie ce qu'il vient de faire. Voilà, on utilise en hypnose, on utilise notre fonctionnement humain en fait. Voilà. L'idée d'écrire des livres, du coup. Alors écoutez, moi l'hypnose a fait d'abord j'ai retrouvé ma bonne humeur que j'avais perdue, qui était mon moral était descendu dans les chaussettes, donc ça va, j'ai pu le remonter. Et donc du coup en hypnose, enfin grâce à l'hypnose, j'ai pu écrire parce qu'en fait l'hypnose libère les potentiels. Donc au départ, j'étais vraiment portée sur le journal d'une hypnothérapeute, qui est mon premier livre, et qui est donc, comme j'étais designer avant, c'est un livre qui est tout dessiné, donc qui explique vraiment l'hypnose avec des dessins. Donc c'est un cours d'hypnose en même temps, et en même temps c'est comme un roman graphique, donc avec des petites bandes dessinées ou des petites images. Donc ça se lit vraiment très facilement, c'est accessible vraiment à tout le monde. Et ce premier livre, j'ai vraiment voulu expliquer ce que c'était l'hypnose. J'étais tellement sous l'effet, waouh, comment c'est possible ce truc? Et en même temps, mais comment c'est possible? C'est-à-dire, on ne comprend rien, comment ça marche? Mais au départ, on ne comprend rien. Moi, je ne comprenais rien. Et encore maintenant, je suis surprise parfois sur des séances et les effets de ces séances qu'on n'imagine même pas, sur des choses extrêmement subtiles et qui viennent changer notre vision du monde, vraiment notre vision du monde. Et donc, pour moi, l'hypnose a été vraiment révolutionnaire puisque ça m'a rendu capable de faire plein de choses. Donc, ça m'a rendu capable de faire des livres, capable de trouver un éditeur, capable de négocier un contrat, capable d'être une maman, bien sûr, différente pour mes enfants. Ça m'a rendu plein de capacités que j'avais perdues en cours de route, en fait, dans mon parcours. Donc, pour moi, c'est vraiment, enfin, ça a été génial et j'aimerais bien faire partager le côté génial des choses au plus de monde possible. Donc, c'est aussi l'idée d'écrire des livres pour voilà, que ça se propage et que les gens comprennent en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est quand même mystérieux pour nous-mêmes au départ. Et donc, je trouve que l'hypnose, la philosophie de l'hypnose avec la programmation neurolinguistique, la PNL, ça lève le voile sur nos fonctionnements. Et voilà, moi, je suis toujours émerveillée.
Du coup, le deuxième livre, Alors, le c'était… deuxième livre, je crois que c'est celui-là, c'est Les 5 secrets pour maigrir avec l'hypnose, qui au départ s'appelait Les secrets de la planète des minces. Il a été réédité comme ça sous ce titre. Donc, moi, je me suis beaucoup intéressée à maigrir parce que du coup, j'ai maigri avec l'hypnose. Donc, du coup, c'est pareil. Je me suis dit, mais attends, donc là, il n'y a pas de régime, il n'y a pas de restriction alimentaire, on peut manger ce qu'on veut. Et il se passe un truc à un autre niveau qui fait qu'on va maigrir. Alors, là, c'est pareil, j'étais vraiment très étonnée. Donc, en fait, à chaque fois, j'ai écrit un livre sur un sujet pour mieux comprendre, en fait. C'est pas, on n'écrit pas un livre finalement parce qu'on sait tout. Moi, j'écris un livre parce que je sais rien et que du coup, je veux comprendre. Donc, du coup, écrire un livre, c'est l'occasion de se documenter énormément. Comment raisonnent les autres, comment ils ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont raconté. Du coup, au moment de l'écriture, voilà, je lis énormément de livres, je me renseigne, je regarde qu'est-ce qui fonctionne sur moi, qu'est-ce qui fonctionne sur mes clients. C'est l'occasion pour moi de comprendre plein de choses. Donc, dans ces secrets pour maigrir avec l'hypnose, donc moi, je reçois beaucoup de gens du coup pour perdre du poids. Et comme j'ai évidemment des bons résultats, il y a de plus en plus de gens qui veulent venir me voir. Parce que vraiment, si on doit retenir une idée de la philosophie d'hypnose, et pour maigrir ou pour autre chose, c'est que derrière chaque comportement, en fait, on est composé de parties. On croit, nous, qu'on est unifié, quand on nous dit comment tu vas, je vais bien, mais enfin, d'un côté, il y a ça, d'un autre côté, en fait, on est une espèce de salle de réunion de différentes parties. Évidemment, nous, ce qu'on aspire en tant qu'être humain, c'est au bonheur, donc quelque part à une espèce de cohérence intérieure. On a ce que tu dis doit être ce que tu fais, doit être ce que tu vis, voilà, cette espèce de cohérence qu'on veut avoir. Et on veut finalement quelque part réunifier toutes ces parties de nous. Mais au départ, ces parties de nous, elles ne sont pas du tout unifiées. Donc la partie qui va fouiller dans le frigo à la recherche de fromage, de sucré, de n'importe quoi, c'est pas la même que celle qui veut maigrir. Et donc, c'est très souffrant comme situation. Parce que plus on a de parties de nous qui s'affrontent à l'intérieur de nous, plus on souffre. Donc, évidemment, celle qui mange le fromage, bah, c'est pas la même que celle qui veut maigrir. Du coup, elle se dispute. Et il y en a une qui dit « Ah, mais t'es vraiment idiote d'avoir mangé ce fromage puisque tu veux maigrir. » « Oui, mais c'était plus fort que moi, j'en avais envie. » Donc, bon, elles discutent à l'intérieur de nous. Et du coup, on souffre parce que nous, on est au milieu. Donc, de temps en temps, on identifie à une partie. On voudrait tuer celle qui veut bouffer du sucre ou n'importe quoi. On voudrait qu'elle n'existe plus. On est très en colère contre elle. Et on dit « Non, j'en veux pas, etc. » Il y a encore plus une lutte. Plus la partie qui veut avoir une taille fine, pouvoir porter des beaux vêtements, enfin toutes les motivations qu'on peut avoir pour avoir une silhouette un peu plus mince, elle va vraiment, engueuler l'autre partie en disant « Tu n'as pas le droit d'exister ». Et l'autre partie, quand elle dit que tu n'as pas le droit d'exister, ben, elle n'est pas contente, donc elle existe encore plus. Donc tous les conflits ne font qu'amplifier la souffrance, puisque nous, on est au milieu, en fait, donc on est là. Donc évidemment, de temps en temps, on est une partie, et de temps en temps, on est l'autre partie. Et de temps en temps, dans la même phrase, on est toutes les parties ensemble. Et oui, en plus, il n'y a pas que deux parties, il y en a plein d'autres. Donc, la philosophie de l'hypnose, ça explique quoi? C'est que la partie qui veut se précipiter sur de la nourriture, eh ben, en fait, elle a une intention positive pour nous. Donc, il faut mieux faire connaissance avec elle et la traiter gentiment. Et lui dire, au lieu de lui dire « t'as pas le droit d'exister et tu devrais pas être là et je te déteste » et du coup je me déteste puisqu'elle fait partie de moi forcément, donc on se déteste. Donc là on rajoute des couches de souffrance, des couches de souffrance, des couches de souffrance par-dessus. Et en plus on vit dans un espèce de voilà, on est nul, on n'a pas réussi, on culpabilise, enfin bref, tout ça augmente comme un soufflet. Et en fait du coup qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a juste une partie qui à un moment donné de la vie a trouvé que c'était la solution de manger du fromage. Et à un moment, ça a marché pour elle. C'est-à-dire, et du coup, on ne sait pas pourquoi. Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, ça peut être, je sais pas, une petite fille qui rentre de l'école, ses parents sont commerçants, elle est désespérée parce que sa meilleure copine lui a fait la gueule. Voilà, bon, par exemple, on prend une petite fille de 8 ans à qui il est arrivé ça. Ça va pas, sa meilleure copine a trouvé une autre copine et puis elle l'a laissé tomber. Elle rentre à la maison, ses parents sont pas là parce qu'ils travaillent tard, etc. Elle va dans le frigo, elle mange un morceau de fromage et ce morceau de fromage lui fait du bien. Il n'y a rien à redire à ça. Hein. C'est clair. Bon. Et du coup, cette partie-là est créée. Pof, je mange du fromage, ça fait du bien. Et donc, du coup, ben, elle est là, comme d'autres parties. Et donc, celle-là, eh ben, quand ça ne va pas, elle va manger du fromage. Parce que ça a marché une fois. Et elle a son existence propre. C'est comme un programme informatique qui s'est créé, il tourne.
une application. C'est l'application « je mange du fromage, ça fait du bien ». Et donc, pendant ce temps-là, la personne, elle peut peser 50 kilos de trop, elle peut avoir des problèmes de santé, elle peut avoir, je sais pas, mal à ses articulations, elle peut souffrir de ce surpoids. Mais celle-là, elle ne le sait pas quelque part. Elle continue à faire son truc. Donc, en fait, en hypnose, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler à cette partie-là en lui disant « Bonjour, qu'est-ce que tu fais pour un tel? Ah bah, je peux quoi la consoler parce que sa copine, elle a été méchante. » Ok, donc à ce moment-là, on va prendre cette souffrance, on va libérer cette souffrance. Souvent, c'est émotionnel, c'est-à-dire que la partie qui a 8 ans et qui bouffe du fromage, elle va pleurer que sa copine l'a laissé tomber. On va la consoler, on va lui dire bah oui, c'était difficile pour toi, ma pauvre chérie, mais tu t'en es sortie. Regarde, maintenant, je sais pas, tu es une maman. On va l'informer finalement de son évolution positive, et du coup, elle va se détendre, et du coup, elle va dire ah bah ça va alors, j'ai plus besoin de manger du fromage. Ciao. Et donc, du coup, waouh! Alors, ça, c'est un exemple, mais ça peut être 10 000 autres choses. Hein. Sur la bouffe, il y en a. En fait, moi, je ne sais jamais quand je démarre une séance sur quoi on va tomber. Hein. C'est là. Et on joue les détectives privés, c'est-à-dire qu'on joue à quoi ça sert de faire ça. C'est vraiment la phrase que je répète le plus en hypnose. C'est bonjour, partie qui mange du fromage. En quoi c'est utile de manger du fromage? Et elle va nous le raconter. Parce qu'elle existe comme si elle était. Comme si elle avait été préservée dans un petit cocon pendant toutes ces années. Et elle arrive avec sa solution et sa souffrance. Et donc, on peut discuter avec elle. On peut la consoler si elle a besoin d'être consolée, on peut la réconforter si elle a besoin d'être réconfortée. Et en plus, on se sert de l'expérience de la vie de la personne. Imaginez que la petite fille a besoin d'être réconfortée. Entre-temps, cette petite fille a grandi, est devenue une maman, elle réconforte ses enfants, elle sait réconforter ses enfants. Et donc, on lui fait réconforter ses enfants. On lui fait réconforter la petite fille qu'elle était. Donc, on se sert de tout ce qu'on est, de tous nos talents conscients et inconscients, de toutes nos ressources conscientes et inconscientes pour faire les petits arrangements nécessaires à l'intérieur de nous. Et donc, on réunifie les parties entre elles. C'est top. C'est top. Donc, c'est doux comme méthode parce que justement, comment dire, on travaille avec toutes les parties de la personne. Très souvent, bon, il y a beaucoup de gens qui sont à la fois motivés par l'hypnose, puis en même temps, ils adorent contrôler. C'est-à-dire que du coup, ils sont en état de vigilance. Alors, quand on est en état de vigilance, c'est un peu difficile de lâcher prise, quoi. Mais justement, ce que j'explique, c'est que la partie qui aime contrôler, elle est la bienvenue. Parce qu'en fait, si la personne, elle vient consulter, c'est pour quoi faire? Ben, c'est justement pour contrôler davantage sa vie. C'est pour retrouver plus de contrôle quand elle rentre le soir de ne pas bouffer du fromage. Et là, elle perd le contrôle quand elle fait ça. Donc, du coup, il faut bien qu'elle retrouve le contrôle. Donc, finalement, la partie qui contrôle, qui aime contrôler, va être super contente de la séance d'hypnose. Donc, toutes les parties des gens sont les bienvenues. Voilà. C'est beau comme histoire. Donc, voilà, c'est ce que j'explique un peu dans ce livre, Maigrir avec l'hypnose. J'explique ça, je trouve que c'est vraiment... Enfin, j'explique énormément de choses. Il y a des exercices, il y a des exemples. Il y a ce que font les minces, ce que font les personnes minces, parce que les minces, elles font 4 trucs. À partir du moment où on fait ces 4 trucs, on est mince. Et donc, dès qu'on est en surpoids, il y a un des 4 trucs, ou 2, ou 3, ou 4 des 4 trucs qu'on ne fait pas. Et donc, du coup, ça donne une direction. Donc, pour recevoir les gens, parce que comme voilà, mon cabinet est archi plein, j'ai créé une masterclass en ligne pour maigrir avec l'hypnose qui est sur mon site. Et je distribue gratuitement... Enfin, il suffit juste de s'inscrire et du coup, on reçoit un petit cahier qui sont les 4 secrets des minces. Donc, évidemment, c'est pas complet comme mon livre qui, de nouveau, est tout dessiné, qui explique plein de trucs, etc. Mais c'est juste pour dire, voilà ce que font les minces. Et au lieu de faire des régimes, de se forcer à faire du sport, c'est très bien, faire du sport, je ne dis pas que ce n'est pas bien, ou de se frustrer en disant non, 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 il ne faut pas que je mange de dessert, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Et puis après, à l'heure du goûter, on mange le pain au chocolat de notre enfant, hein, parce qu'on est frustré. Donc, au lieu de se torturer, on peut comprendre voilà, plein de choses dans ce bouquin et finalement s'aimer mieux soi-même en fait. Arrêter de se détester, s'accepter davantage, s'aimer mieux. Tout ça, c'est vraiment... L'hypnose permet tout ça, en fait. En comprenant mieux comment on fonctionne à l'intérieur de nous. Voilà. Du coup, le 3e livre. Alors, le 3e livre, du coup, je crois que c'est un roman, parce que du coup, c'est pareil. À partir du moment où voilà, l'hypnose a libéré mon écriture, donc je me suis mis à écrire un roman. Je n'aurais jamais pensé que j'étais capable d'écrire un roman. Et du coup, j'ai quand même écrit un beau roman.
J'ai trouvé un éditeur et tout, j'étais trop contente, c'était pas gagné. Donc évidemment, c'est un roman qui parle d'hypnose. Ça, c'est un roman policier parce que c'est l'histoire d'une hypnothérapeute qui se fait assassiner dès le début de voilà. Et en fait, oui, c'est un peu spécial et c'est en fait sous forme d'esprit parce qu'elle est morte, elle a plus de corps, mais en même temps, elle est encore là. C'est sous forme d'esprit, elle va mener l'enquête pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc du coup, il y a toute sa vie qui défile pour savoir à quel moment qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi. Qui c'est qui lui en voulait tellement pour l'assassiner. Oui, donc là, du coup, comme elle était hypnothérapeute, on a toute sa vie d'hypnothérapeute. Donc, ça me permet de raconter plein de choses sur l'hypnose. Ce n'est pas comme un manuel de hypnose, parce que là, dans le journal d'une hypnothérapeute, c'est vraiment un cours d'hypnose. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le technicien hypnose. On pose vraiment les principes de l'hypnose, ce qu'on peut en attendre, ce qu'on ne peut pas en attendre, les champs d'application, comment ça fonctionne. C'est comme un cours d'hypnose, en fait, quelque part. C'est vraiment, il y a du vrai contenu, comment dire, éducatif. Là, je suis partie sur un truc romancé, avec une hypnose qui est un petit peu différente, qu'on appelle l'hypnose spirituelle. Parce que c'est peut-être ça qui fait un petit peu peur quelque part aux gens, parce qu'en hypnose, ils se disent « mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? Est-ce que je ne vais pas tomber dans un univers glauque, ma part d'ombre à l'intérieur de moi-même, ou je ne sais pas trop quoi ?» Et en fait, dans l'hypnose spirituelle, quand les personnes sont en hypnose, il y a un effet en fait. Quand les personnes sont en hypnose, ce qu'on dit va produire un résultat. C'est-à-dire que, bon, on voit bien les hypnotiseurs de spectacle, s'ils disent à la personne « fais la poule », la personne va faire la poule. D'accord? Elle va interpréter ce que c'est qu'une poule pour elle, donc elle va le faire à sa sauce. Hein. Et puis l'inconscient peut prendre la suggestion ou ne pas prendre la suggestion. Après, il y a quand même le libre arbitre de ce qui se passe, mais l'inconscient, il est assez joueur, donc il peut avoir envie de faire la poule aussi, quoi. Et dans ce livre, l'idée, c'est que quand la personne est en hypnose, si on lui dit « va dans une vie antérieure », elle va dans une vie antérieure. Donc là, je parle de cette hypnose qui considère l'être humain non pas limité à cette vie, mais plutôt comme une âme plus vaste. Et cette âme plus vaste a eu plusieurs expériences, on peut considérer ça. Après, qu'on croit ou qu'on ne croit pas aux vies antérieures, on s'en fiche. D'ailleurs, elle explique bien, mon héroïne, Alison à l'intérieur, parce que en fait elle y croit pas forcément, mais elle voit qu'il se produit des phénomènes, voilà. Et donc du coup elle va raconter tout ça, comment elle, avec des clients, comment voilà, spontanément en fait elle a un client qui va régresser dans une vie antérieure ou qui va être en contact avec d'autres consciences, donc ça parle de ça en fait. Et comme en plus la personne qui raconte elle-même un esprit, elle se rend bien compte que l'esprit ou l'âme ou la conscience ou une partie de la conscience peut perdurer au-delà du corps. Donc voilà, ça parle de ça. Et c'est une part de l'hypnose. Ouais, c'est une autre forme d'hypnose, ça. C'est une autre forme d'hypnose. Parce qu'en fait, il y a plein de formes d'hypnose différentes. Hein. Ça dépend ce qu'on cherche, en fait. Donc moi, ça m'arrive... alors à une époque, j'étais obsédée par justement aller dans des vies antérieures, entrer en contact avec peut-être d'autres parties de nous, comme d'autres consciences, etc. Bon, ça m'est passé un petit peu cette période. Donc là, c'était la période du bouquin. Ça m'est passé un petit peu cette période parce que je trouve que, moi, j'ai toujours des demandes pour les gens qui veulent visiter des vies antérieures, mais je trouve qu'il y a tellement de jobs à faire dans cette vie-là. C'est-à-dire que les gens, ils disent, ouais, mon problème, il vient de, peut-être que j'ai une vie antérieure qui fait que, voilà. Mais en fait, non, en fait, souvent, ça s'est passé entre 0 et 10 ans, en fait. C'est ça. On peut en parler pendant longtemps, ça n'est pas de souci. Pourquoi Ah, mais parce que le cerveau, il n'est pas mature. Le cerveau des enfants n'est pas mature. De temps en temps, on demande à nos enfants d'avoir des comportements d'adultes. Ils peuvent pas. Ils n'ont pas les neurones. Hein. Ils n'ont pas les connexions neuronales. Donc, en fait, quelque part, quand il y a un enfant qui a une émotion, l'émotion va être plus grande que lui, va être énorme. Il ne peut pas gérer son émotion, en fait. On demande à nos enfants, gère ton émotion. Mais non, il ne peut pas, en fait. Donc, du coup, l'émotion, elle va... comme l'histoire de la petite fille qui a mangé du fromage, l'émotion, elle va rester là. Elle reste là parce qu'elle n'a pas pu s'exprimer, parce qu'elle n'a pas pu... Il y a un côté physique dans l'émotion. Ça n'a pas pu sortir du corps. Sous forme de larmes, sous forme de chaleur, sous forme de tremblement, ça n'a pas pu sortir pour une raison ou une autre. Quand un enfant, je ne sais pas, il tombe par terre, il hurle, tais-toi, va dans ta chambre, si tu es en colère, tu vas dans ta chambre. Enfin, tout ça qui fait que l'enfant, il n'a pas pu gérer son émotion. Voilà. Et après, il a pu se passer des choses importantes, graves, bien sûr, et qui ont fait des émotions encore plus grosses. Mais de temps en temps, il ne se passe pas grand-chose. Et ça fait quand même une émotion
hyper costaud. Donc, de temps en temps, il y a des drames qui créent des grosses émotions. En fait, souvent, les drames, quand on est enfant, enfin moi, ce que j'ai pu observer, un truc assez étonnant, c'est que, bon, il arrive des drames dans la vie. Et, euh, et en fait, ce qui est le pire drame, c'est pas ce qui s'est passé, c'est comment les autres ont réagi face à ce drame. Donc, souvent, le traumatisme n'est pas l'accident de voiture en lui-même, mais comment les autres, ils ont réagi par rapport à ça, en fait. C'est justement que l'enfant, il n'a pas pu exprimer son émotion. C'est là où il y a l'impact émotionnel qui est le plus fort. Voilà. Et donc, cette émotion, elle est toujours là. Et donc, souvent, il faut la libérer. Et ça sert, enfin, je veux dire, c'est pas la peine d'aller se promener ailleurs. Hein. Ça se passe là. Donc... D'accord. Du coup, le 4e livre, Alors, le on 4e revient livre, sur l'hypnose. en fait, j'en ai sorti 2 en même temps. Ah, Alors, ils sont sortis à 1 semaine d'intervalle parce que comme c'est 2 éditeurs différents, du coup, c'est sorti en même temps. C'est sorti juste avant le confinement. Alors, c'était un peu embêtant parce que les gens, ils n'ont pas eu le temps de l'acheter. Donc, voilà. Donc, j'en ai 2. Donc, j'ai un roman, un 2e roman on retrouve Alison, mon héroïne, à l'intérieur de ce roman, mais c'est plus d'un point de vue d'une cliente, en fait, quelque part, qui a bénéficié, en fait, Là, c'est un roman qui est un peu plus personnel parce que cette Agatha, qui est l'héroïne de ce roman, d'ailleurs, qui est en surpoids, j'adore ce thème, qui est en surpoids et qui, voilà, elle traîne quelques casseroles dans sa vie et elle se rend compte, quelque part, qu'elle est porteuse de l'histoire de sa grand-mère. Et donc là, on n'est plus sur une hypnose transgénérationnelle. Vous voyez, donc j'explore vraiment un peu toutes les parties de notre champ de conscience. Là, on est sur une hypnose transgénérationnelle. Donc, elle reçoit en fait la frustration de sa grand-mère, les problèmes de sa grand-mère qui avait pas d'amour dans sa vie ou qui avait un grand amour mais qui est mort, un deuil insupportable et qu'elle a traîné un peu toute sa vie en étant insatisfaite vis-à-vis des hommes, etc. Elle a hérité de tout ça, cette Agatha. Et du coup, comment elle va faire pour se défaire de cette histoire et pour vivre sa propre vie, c'est-à-dire pour se libérer des influences extérieures ou intérieures. Et quelque part, ça rejoint de toute façon la philosophie globale des différentes parties. On peut dire que, bon, la partie qui mange du fromage, la partie qui ne veut pas, mais je peux avoir une partie de ma grand-mère, en fait, quelque sorte, à l'intérieur de moi. Je peux porter des drames des générations passées. Et tout ça, ça forme des parties. Je peux porter peut-être, comme dans ce roman-là, d'autres consciences à l'intérieur de moi. En fait, tout ça, c'est des parties. Quelles que soient ces parties, c'est toujours des petites parties de moi. Donc, on en a plein, on en a 1000 peut-être. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot pour tout réunifier. Voilà, c'est pas fini. Et donc, après, le journal d'une chercheuse en bonheur, c'est de nouveau un livre tout dessiné. Les 3 livres qui sont parus chez Erol, ils sont de nouveau tout dessinés sur... Alors ça, je me suis vraiment beaucoup amusée sur ces livres parce que, comment dire, ça raconte... En fait, je me rends compte dans mon cabinet d'hypnose que les gens, ils se rendent malheureux donc eux-mêmes. Voilà. Que non seulement ils ont des parties qui ont des conflits intérieurs, enfin ça peut être tout à fait autre chose aussi, des traumatismes qui sont à libérer, etc., des blocages qu'il faut lever, des compréhensions de soi, des réconciliations avec soi-même en fait. Bon, il y a toutes sortes de choses. Mais il y a quand même des trucs qui font qu'on est malheureux et qu'on fait soi-même. Donc dans la première partie de cet ouvrage, c'est comment on fait pour se rendre malheureux. Donc en fait, il y a 10 recettes. Donc quand on est malheureux, on fait au moins une des 10 recettes. Et moi-même, dans une des recettes, mais c'est ma méthode pour être malheureuse, qui est extrêmement efficace. Et je me suis rendu compte en plus que pendant des années, je trouvais que c'était super de faire ça. C'est-à-dire, valoriser les états de mal-être. En fait, pour moi, me sentir mal, c'était super chic. Parce que les imbéciles n'ont pas d'histoire, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Quand on veut raconter une histoire, faut bien qu'il y ait un problème. Donc, du coup, les imbéciles sont heureux et puis du coup, les gens qui sont malheureux, ils sont intelligents. Donc, voilà, j'avais un peu cette idée-là dans ma tête. Et puis, je trouvais que c'est très beau, le spleen romantique. On erre dans la vie, mais dans quelle étagère? Mais qui suis-je? Voilà, donc je trouvais que c'était absolument... mon cœur est lourd comme un couvercle. Enfin, voilà, j'aimais bien le spleen du 19e et je trouvais que c'était chic. C'est un peu la nostalgie russe aussi. C'est chic d'être malheureux. Comment être heureux dans ce monde horrible? C'est pas possible. Faut être idiot pour être heureux. Donc, moi, je pense au contraire maintenant, donc j'ai complètement changé. Je pense qu'il faut être très intelligent pour être heureux. Et c'est subtil, parce qu'on peut pas non plus
C'est pas un état de bonheur permanent, ça n'existe pas, ça change tout le temps. Notre état intérieur, il change tout le temps. On n'est pas les mêmes le matin, le midi, le soir et les jours qui passent. On reçoit des influences extérieures, on se raconte des choses à l'intérieur de nous. C'est la vie, c'est vraiment le changement, c'est un flux continu. Donc l'état de bonheur, il n'est pas non plus, il n'est pas fixe. Dès qu'on est heureux, on dit ah, pourvu que ça bouge pas, pourvu que ça bouge pas. Et puis du coup, il se passe autre chose et il dit oh mais c'était vraiment mieux avant, c'était vraiment mieux avant. Et du coup, on se prive du moment présent et donc on se prive du bonheur, du potentiel du bonheur présent. C'est pour ça que voilà, on dit il faut vivre dans le moment présent. Bah, pourquoi? Parce qu'en fait, le bonheur, il est là, le passé est terminé, le futur n'est pas encore arrivé. Donc s'il se passe quelque chose, si on peut faire quelque chose, finalement, c'est maintenant, quoi. Donc voilà, dans la première partie, c'est vraiment les 10 recettes pour être malheureux. Voilà. Donc, bon, la première partie est un peu déprimante, je trouve, parce qu'au bout de la 5e recette, on n'en peut plus. Mais bon, on peut se reconnaître en disant ah bah oui, je fais ça, ou tiens, mon mari, il fait ça, ou bah pourquoi je fais ça, en fait, je croyais qu'il fallait faire ça, mais peut-être pas. Donc, c'est vraiment les 10 recettes pour les 10 pièges, en fait, c'est des pièges. Parce que notre structure de notre cerveau, quelque part, elle va généraliser les choses. Elle va dire bah ça, c'est pour toujours, ou ah bah c'est comme ça qu'il faut faire. Et on va finalement avoir des espèces d'œillères. Donc là, hop, on lève les œillères. Et donc, il y a la deuxième partie qui explique comment faire pour être heureux. Donc, ça répond à la première partie, mais en même temps, quelque part, si on veut guérir d'une des recettes du malheur, il faut lire les 10 parce qu'on peut attaquer le problème dans plein de points de vue différents. Voilà. Donc, ça s'appelle Journal d'une chercheuse en bonheur parce que je cherche toujours, bien sûr. On ne peut pas le trouver d'un seul coup non plus. Mais voilà, on peut se réunifier, on peut s'accepter comme on est, on peut se trouver des qualités, on peut avancer dans la vie, on peut réaliser ses désirs, on peut... voilà, je ne dis pas que c'est facile et que ça se fait comme ça non plus, mais on peut le faire, quoi. Et ça, personne ne le sait. Enfin, personne ne le sait. On y croit, mais... Non, on se dit, bah oui, mais moi non, parce que ma mère ne m'a pas aimée. Ou parce que ma grande sœur, elle m'a tapé dessus. Ou parce que les profs, ils ont dit que j'étais nulle à l'école. Ou parce que mon mari m'a battue. Ou parce que... Enfin, voilà. Ou parce que mon ex, il m'a dit que j'étais chiante et que je ne serais jamais heureuse. Ou parce que... enfin bon. Il y en a, hein, il y en a. Et en hypnose, on nettoie tout ça. Prends une grande douche de tous les messages négatifs. Là, on nettoie tout ça, ça part dans les égouts. Et puis, à la place, on met des trucs sympas. Voilà. C'est beaucoup plus cool, je crois. On met des choses plus sympas pour nous-mêmes, quoi, en fait. Et oui. Voilà. Donc, on change de regard sur nous-mêmes. Donc, on se sent capable de faire les choses qu'on se sentait incapable. On change d'idée sur nous-mêmes, en fait. Non seulement sur nos capacités, mais sur nos ressources, sur nos points de force. On retrouve un peu notre puissance intérieure. Voilà. Voilà. Après, chacun le vit différemment, avec des mots différents, des témoignages différents. Chacun va vivre. Normalement, chaque séance d'hypnose devrait être complètement unique, ça devrait être complètement du sur-mesure. Et donc, du coup, l'expérience vécue, même si justement dans le journal d'une thérapeute, je mettais un peu tous les témoignages des gens quand ils sortent d'hypnose, qu'est-ce qu'ils racontent, etc. Et on voit bien que c'est très différent, qu'il y a des gens qui vont le vivre de façon très différente. Donc, on est unique, on est des gens uniques, on va vivre l'hypnose de façon différente. Et en fonction de tel thérapeute qu'on va aller voir ou de tel autre, ça va se passer aussi différemment. Et puis, la façon dont le thérapeute est luné ce jour-là aussi, ça va jouer. Hein. Donc, des êtres humains avant tout. Hein. C'est clair. C'est totalement vrai. Du coup, les consultations, ça peut se passer par Skype, par... Alors, moi, j'étais un peu contre les consultations par Skype, franchement. Mais là, je commence à mettre de l'eau dans mon vin parce que, en fait, mes consultations, elles se passent avec un masque en ce moment. Hein. Mais oui. Donc, quand la personne est masquée, je perds quand même une grande partie des informations. C'est-à-dire que s'il y a des tremblements de la lèvre, des sourires, des machins, moi, je vois que des yeux. De temps en temps, ça remonte, le masque qui remonte vachement. Donc, je me base aussi ici sur qu'est-ce qui se passe là, s'il y a des colorations. Parce que quand la personne est en hypnose, bon, elle peut aussi me dire ce qui se passe pour elle. Je peux aussi lui demander, puis elle va me répondre. Mais de temps en temps, voilà, c'est bien de savoir où elle en est. Si elle s'est endormie ou pas.
si elle est en train de faire sa liste de courses et qu'elle s'ennuie dans sa tête. Enfin, voilà, on a plus d'informations avec tout. Donc finalement, quand il y a une bonne connexion, voilà, j'ai commencé à faire quelques téléconsultations. Bon, c'est souvent des gens qui habitent très loin. Là, j'avais une dame cette semaine du Kinshasa. Donc, voilà, donc effectivement, j'ai commencé à faire des séances d'hypnose. J'étais contre vraiment au début, mais finalement, ça se passe vraiment bien pour l'instant. Donc, voilà. Et de toute façon, avant, moi, j'aimais bien dans le cabinet une espèce de proximité, que je puisse éventuellement toucher la personne sur le bras, etc., pour ancrer. En fait, en PNL, on utilise les encres. Donc, quand la personne va se sentir bien, par exemple, on va appuyer. Et du coup, si à un autre moment dans la séance, on a besoin qu'elle se sente bien, on va de nouveau appuyer. Donc, ce genre de choses. En distanciel, c'est plus compliqué. On peut le faire de façon sonore, mais on peut le faire de façon si elle ouvre les yeux avec un geste. Mais voilà, il y a des choses qui sont quand même plus compliquées à gérer. C'est là, il faudra voir venir le temps, comment ça se passe. Oui, oui, oui. Alors après, il y a des gens qui sont aguerris au travail sur eux-mêmes Oui. ou qui sont, moi je travaille avec aussi d'autres hypnothérapeutes qui me demandent des séances. Et donc là, du coup, ils connaissent l'hypnose. Donc ils partent plus facilement. Ils partent plus facilement. Ou si il y a des gens que j'ai déjà reçus en cabinet, on se connaît. Donc du coup, ils connaissent la façon donc, de je n'en travailler. fais pas non plus. J'en accepte quelques-unes, mais je ne veux pas non plus faire que ça. La généralité, oui. J'aime bien aussi le contact. Alors, mais avec le Covid, du coup, on est obligé de travailler à distance. Donc maintenant, j'ai des gants si je veux toucher les gens. On porte du masque. Mais du coup, je travaille beaucoup plus à distance qu'avant. C'est-à-dire, au lieu d'être proche de la personne physiquement, on était, je sais pas, on n'était pas loin, quoi. Et là, maintenant, je suis à l'autre bout de mon cabinet. Donc, mon cabinet n'est pas non plus immense, mais je suis quand même à 2,50 m, quoi. Avec le masque en plus. Bon, quand je dois m'approcher, je mets mes gants, tout ça. Les précautions, les précautions. Précautions, mais voilà. Du coup, la téléconsultation a vraiment l'avantage de voir le visage en entier. Le corps, hein, du coup, souvent on travaille aussi avec les bras, donc on est un peu éloigné. Quand la connexion est bonne, c'est génial. Voilà. Mais on a des problèmes. L'autre jour, ça a coupé en plein milieu d'un truc. Ouais, c'est pas évident. Du coup, Catherine, le mot que vous auriez envie de dire à tout le monde là pour, voilà, pour je sais pas, le motiver les bonheur, c'est gens. maintenant. C'est facile, ça. Non, que vraiment, les personnes ignorent en fait à quel point on peut faire des changements intérieurs qui sont bénéfiques et qui se voient après à l'extérieur, bien sûr. Voilà, c'est vraiment mon message, c'est ça. On est des êtres merveilleux, voilà. Et tout le monde est merveilleux, tout le monde est né merveilleux. Enfin, il peut y avoir des problèmes à la naissance, bien sûr, des problèmes même pendant la gestation, mais on peut dire voilà que tout le monde est merveilleux et qu'il faut retrouver cette merveille qui est nous-mêmes en fait. Et bon, il ne s'agit pas de se regarder le nombril en disant qu'est-ce que je suis sympa et tout, mais quel bonheur d'arriver à se délivrer de souffrance. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que quand je reçois des gens qui ont fait des psychothérapies pendant très longtemps, ils connaissent à quel endroit ça s'est passé dans leur vie. Et ils sont étonnés en hypnose de retomber sur le même truc. Mais il y a eu peut-être des compréhensions, une acceptation des événements, mais il n'y a pas eu de libération véritablement émotionnelle, ou il n'y a pas eu de réparation. Nous, en hypnose, on ne va pas seulement... quand on a besoin de savoir la cause, ce qui n'est pas du tout obligatoire, on va pas... c'est une option hein, de savoir ce qui s'est passé. De temps en temps, c'est évident et qu'il faut y aller. De temps en temps, on travaille plus sur la structure pour aller vers l'avenir. Ça dépend des séances. Mais quand on va à la cause, non seulement on a la cause, mais en plus, on la répare. On fait la libération émotionnelle et on la répare. Et ça peut se faire en une séance. Donc, c'est quand même super rapide, quoi. Qu'est-ce que vous attendez tous? L'hypnose devrait être pris en charge par la sécurité sociale d'une part, hein, et d'autre part, devrait... Alors, c'est le mot hypnose qui fait un peu peur, en fait. On a l'impression que... En fait, dans l'histoire de l'hypnose, le problème, c'est qu'il y a eu Freud. Freud, il a démontré qu'il y avait l'inconscient, que l'inconscient existait. Donc, on lui doit ça. Merci Freud. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui a inventé la notion de l'inconscient, c'était quand même un petit peu avant lui. Bon, enfin bref, il a repris ça. Et lui, il voulait inventer la psychanalyse, donc il a dit que l'hypnose
bof, parce que justement, on pouvait… l'hypnose était… voilà, dans l'hypnose, on était en contact avec ses pulsions, on était en contact avec des trucs glauques, etc. C'est franchement faux. Il a eu des expériences sans doute qu'il n'a pas su gérer, en fait. Voilà. Et par-dessus là-dessus, il y a Milton Erickson qui est arrivé, qui était un psychiatre américain, alors pas dessus là-dessus, 50 ans plus tard, qui a commencé à travailler. Et lui, il a vraiment tout transformé de cette notion d'inconscient, et que l'hypnose et que l'inconscient, c'est un réservoir de ressources, c'est-à-dire qu'on peut activer des choses pour nous aider. Moi, j'aime bien cette image de l'inconscient qui est comme un compte en banque. On a notre compte courant, on sait combien on a d'argent dessus, et puis tout d'un coup, un jour, le banquier nous dit « Je vous en prie, entrez », il nous déroule le tapis rouge, voilà, vous voulez un petit café, machin, etc. Parce qu'on a un deuxième compte où dessus, il y a des milliards. Et ces milliards, c'est la richesse de l'inconscient. Et là, on est là à compter nos sous en disant comment je vais faire pour boucler la fin du mois. Et on ne se rend pas compte de tout ce qu'on possède, de tout ce qu'on a qui est accessible. C'est juste, il faut demander l'autre compte, quoi. Ouvrez-moi le compte de l'inconscient pour voir ce qu'il y a dedans, quoi. Ouvrons le code de l'inconscient. Voilà, parce qu'il y a des richesses à l'intérieur qui sont insoupçonnées. Donc, je veux voir combien j'ai sur l'autre compte, quoi. Voilà. Le compte caché. Ben, merci beaucoup, Catherine, de toutes ces explications sur l'hypnose. J'espère que les gens voilà, s'intéresseront à vos livres aussi, parce qu'ils ont l'air très intéressants. Ouais. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer, de raconter un petit peu mon bonheur d'avoir découvert cette discipline, cette philosophie. En tout cas, ça se sent hein, et ça donne envie, hein, vraiment. Merci beaucoup. Bonne soirée.